Ce que tu dis au final, c'est que en arrivant, il faut qu'on soit capable de s'intégrer, de s'assimiler. Non, je pense que c'est un pas dans les deux sens. En fait, c'est que tu n'as pas le choix. Si tu veux te développer dans le nouveau lieu, tu dois être capable de comprendre les codes, de voir comment les choses fonctionnent. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité du pays d'accueil pour mettre en place justement les conditions et limiter les barrières. Bonjour et bienvenue sur Dirigeants et Stratèges. À l'heure où les questions d'immigration, d'intégration des immigrants et de mouvement de population sont sur toutes les lèvres, et surtout sachant que les perspectives futures nous montrent que ces problématiques seront d'autant plus accrues dans le futur, il est important que nous ayons une conversation sur comment intégrer les personnes immigrantes et quel est leur impact potentiel sur les sociétés qui les accueillent. C'est exactement le sujet de notre conversation aujourd'hui avec Karen Thuineau, professeure en gestion à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Karen. Bonjour Anissé. Bienvenue à Leaders et Strategists. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci, merci pour l'invitation à ce podcast. Oh, génial, merci beaucoup. En fait, l'une des questions qui est vraiment brûlante sur mon cœur aujourd'hui, c'est la question de l'immigration. Mais avant d'arriver là, je te propose de nous parler un peu de toi. Notamment, j'ai une question un peu qu'on me pose très souvent en réalité, c'est de savoir comment j'en suis arrivé à être professeur en management. Okay. Il n'y a aucun enfant de 10 ans à qui tu vas poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il va te dire « Alors, moi, tiens-toi bien, je vais être prof de management. Okay. Du coup, c'est quoi le parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu en arrives là aujourd'hui? D'accord. Est-ce que tu veux la version longue ou la version courte? longue, avec tous les détails. D'accord. et même le petit passage à Perenco, je pense que ce serait intéressant aussi. Ça marche. Alors, bon, j'arrive à Montréal en janvier 2015. Je suis venue faire au départ une maîtrise en management. En fait, dans mes expériences précédentes, j'avais une maîtrise en comptabilité finance. Et donc, je venais continuer ici. J'avais j'avais trouvé un emploi à Total, justement, au Cameroun, avant d'arriver, mais finalement, ça ne s'est pas concrétisé parce qu'après, c'était un emploi à durée déterminée. Donc, à la fin de mon contrat, c'est fini. Le contrat s'est terminé, non pas renouvelé. Et donc... Mais juste sans t'interrompre, avant d'arriver à Montréal, du coup, tu viens d'où en fait? C'est ça, je viens du Cameroun. Oui, mais d'où au Cameroun? Parce que c'est un pays assez complexe déjà. OK, donc moi j'ai fait mes études à l'Université catholique d'Afrique centrale, donc je viens de Yaoundé, c'est vraiment la capitale. Mes parents ont vécu là, enfin je suis née là, à Yaoundé. Et donc j'ai fait mes études là depuis 2008. J'ai eu mon bac, si tu veux qu'on remonte encore plus loin. Je pense que c'est intéressant parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir donner la possibilité aux gens de se projeter. D'accord. Et je pense que tu le réalises, mais tu as un profil assez unique et assez inspirant. Et l'un des objectifs de ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire que j'aimerais bien que la petite fille qui est à, je ne sais pas à quel collège tu as fait, à Jean-Tabi, très bien, se dise « Oui, moi aussi, je pourrais être professeur en management à l'UQAM. » Je pourrais avoir la vie intéressante et pétillante et passionnante que Karen est en train d'avoir. Et voici le chemin qu'elle a suivi. C'est pas si extraordinaire que ça. Elle a pas... Non, vraiment, c'est pas... Justement, je pense que c'était cet aspect un peu plus rendre l'excellence atteignable. OK. Bien, ça me flatte quand tu parles d'excellence, mais OK. Donc, alors, j'ai fait, j'ai fait mes études secondaires au collège Jean-Tabi, donc c'est à Yaoundé, donc c'est un collège confessionnel catholique. J'ai eu mon bac en 2008. 2008, mention très bien, excellent. Non, pas du tout, mention passable, vraiment. Wow. Oui, c'est un bac C et je te dirais qu'en terminale, c'était assez chaud. Là. J'étais comme...
C'était pas évident. Physique, mathématiques. Sur les autres matières, ça va, je m'en sortais quand même pas mal. Mais les matières, justement, scientifiques, quand tu fais un bac scientifique, donc là, c'était un peu plus difficile. Donc, j'ai eu mon bac en 2008. Et donc, je suis entrée à la Cato, à l'Université catholique d'Afrique centrale. Félicitations. À Yaoundé. Donc, c'est ça, je suis entrée là en 2008, donc septembre, et j'ai fait là jusqu'en 2013. Donc, j'ai fait jusqu'en Master 2 là-bas. Ce qui est bien à la Cato, c'est qu'il y a quand même une bonne visibilité dans le contexte camerounais, auprès des entreprises aussi. Donc, l'institution est quand même bien reconnue auprès des entreprises. Donc, arriver à justement en Master 2 à la fin de ton cycle, il y a des entreprises qui vont te proposer des stages, des affaires comme ça. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu un stage, j'ai eu l'opportunité en fait de faire un stage à Total Cameroun. C'est un stage de 6 mois. Et donc, j'ai fait mon stage au département finance. Donc, j'ai travaillé au service de trésorerie principalement. Donc, ça m'a permis d'écrire mon mémoire, de finir, d'être diplômée en fait de la Cato. Donc, j'ai fait un stage de 6 mois. Et après le stage de 6 mois, ils m'ont proposé un contrat à durée déterminée. Donc, 1 an, contrat d'1 an. Et bien sûr, j'ai accepté. J'étais comme, OK, donc je finis mes études et je trouve directement un emploi en plus chez Total. Donc, c'est quand même une grande entreprise. Donc, j'ai fait 1 an là. Et c'est ça. Et donc, j'avais bon espoir qu'à la fin de ces 1 an-là, ils me renouvellent et me proposent un contrat permanent. Mais je n'ai pas eu cette opportunité-là. Et entre-temps, j'avais une sœur qui était en France, à Bordeaux, et elle était dans les processus aussi d'immigration. Donc, elle voulait quitter la France pour s'établir à Montréal, au Canada. Et je me rappelle qu'elle m'appelait régulièrement pour me demander, mais Karen, tu es au Cameroun, est-ce que ça ne te tente pas qu'on fasse nos dossiers ensemble pour le Canada? Moi, j'étais comme, non, je travaille à Total, tu sais, je suis bien et tout. Non, non, le voyager, tu sais, c'est pas nécessairement mon rêve et tout. Donc, et je comprends totalement. Hein, Total, c'est une très bonne entreprise, ayant été nourrie et logée par Total parce que tu travailles avec mon père. Exactement, exactement. Je connais bien le prestige qu'il peut y avoir associé à cette entreprise. Okay. C'est ça. Donc, à cette époque-là, j'étais comme, non, je suis bien où je suis et vraiment, s'ils me renouvellent, tant mieux. Et donc, moi, je vais faire ma petite vie ici tranquillement. Et je me rappelle, j'avais parlé de ça quand même avec ma mère. Elle m'avait dit, écoute, on ne sait jamais, tu sais, ça te coûte rien de regarder un peu qu'est-ce qui se fait là-bas, tu sais, d'envoyer tes dossiers. Alex, ben, ma sœur, elle s'appelle Alexandra, elle est déjà en train de faire des procédures, donc elle est bien familière avec ces procédures-là, donc bénéficie de son expérience pour toi aussi candidater et postuler. Et de toute façon, s'ils te prennent et après tu décides de ne pas venir, personne ne va venir te chercher où est-ce que tu es. Donc, c'est comme ça que j'ai fait les dossiers. À l'UQAM d'ailleurs pour faire une maîtrise en management. Et j'ai été admise, j'ai reçu l'admission, je devais commencer en septembre 2014, mais justement, comme mon contrat se terminait en décembre 2014, j'ai dit, bon, je vais faire un report d'admission jusqu'à la fin de mon contrat et ma décision, c'était qu'effectivement, s'ils me gardent, j'abandonne le projet d'aller à Montréal. Et donc c'est ça, j'ai fini mon contrat. Ils m'ont dit finalement, c'est pas renouvelé. Okay. Et heureusement que j'avais comme ce plan B là. Ouais. Et finalement, j'avais pas d'autres opportunités au Cameroun. Je me suis dit, bon, au moins il y a ça. Bon, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Et quand je venais, je n'avais pas l'intention, en fait, de continuer en doctorat. Je venais juste découvrir, voir un peu comment ça se passe à l'extérieur du Cameroun et éventuellement faire une maîtrise et travailler, tout simplement. Et donc, j'arrive en janvier 2015, donc avec l'hiver et tout ça là. Donc, c'est assez... C'est pas le meilleur mois pour arriver à Montréal. Exactement, c'est ça. Donc, j'arrive, l'adaptation et tout. Donc, je commence mes cours en janvier. Je suis d'ailleurs arrivée en retard. J'avais, je crois, 2 semaines de retard. Donc, il a fallu rattraper tout ça. Donc, c'était assez difficile au début. Et c'est ça. Donc, voilà, j'ai fait mes études. J'ai fait 1 an. Oui, j'ai fait 1 an. Et j'ai commencé mon projet d'intervention en été 2016.
C'est ça, en été 2016. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait une maîtrise, ce qu'ils appellent maîtrise avec projet dirigé. C'est pas une maîtrise avec mémoire, donc c'est pas une maîtrise recherche. Donc, j'avais pas l'ambition de faire de la recherche. Et donc, moi, mon ambition, c'était de trouver un stage et éventuellement d'être recrutée dans... par l'entreprise qui m'a prise en stage. Et donc, j'ai pas trouvé de stage. Malheureusement, donc j'ai cherché plusieurs stages. J'ai trouvé certains stages, mais c'était à Saint-Hubert. À l'époque, je n'avais pas de permis de conduire, donc il fallait se déplacer en voiture. Il fallait que j'ai une voiture, je n'avais pas d'auto. Et ce n'était pas rémunéré en plus. C'était étudiant étranger, avec un stage pas rémunéré tout l'été comme ça. Tu travailles pour comme zéro, voilà. Et donc finalement, je n'ai pas accepté. Et c'est à ce moment-là, quand je discutais de ça avec ma directrice de recherche à l'époque, elle m'a dit, écoute, il y a le projet d'intervention qui est quand même à mi-chemin entre l'essai ou le mémoire et le stage. Donc, c'est vraiment un projet que toi-même tu développes, c'est un mandat que tu proposes à une entreprise pour intervenir dans un secteur ou bien sur une problématique en particulier. Et bon, ça, j'ai trouvé intéressant. Et avec son aide, son accompagnement, on a proposé des mandats. Donc, l'entreprise avec laquelle j'étais supposée travailler au départ, bon, c'était compliqué parce que l'entreprise n'était pas au Québec, elle était au Nouveau-Brunswick. Donc, c'était assez compliqué de gérer les déplacements. Et après, finalement, on s'est dit, écoute, sur quoi tu veux travailler? On a commencé à regarder l'entrepreneuriat immigrant m'intéressait beaucoup parce qu'à l'époque, j'étais dans un réseau des entrepreneurs immigrants à Montréal. Donc, elle me dit, oui, ça peut bien... Ça veut dire qu'il y avait déjà quand même une flamme, un intérêt pour l'entrepreneuriat dès l'arrivée. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, on m'a parlé du bénévolat. Qu'il faut faire le bénévolat, il faut s'insérer dans des activités de bénévoles, puisque je ne trouvais pas de stage ou bien d'emploi dans mon domaine de recherche. Et donc, je me suis rapprochée de ces réseaux-là pour faire du bénévolat. Donc, j'étais bénévole dans le réseau en question. Et c'est en lui parlant de ça qu'elle me dit, écoute, c'est intéressant. Donc, oui, on peut justement construire un projet de recherche ou un projet d'intervention là-dessus. Donc, va un peu essayer de voir est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ce réseau-là qui accepteraient de répondre à tes questions et donc de présenter un peu qu'est-ce que tu fais et tout. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai pu interroger 7 entrepreneurs immigrants à Montréal sur leur parcours, sur comment ils se sont implantés ici et comment ils se sont familiarisés avec Montréal, c'est quoi leur perspective, etc. Et donc voilà, c'est comme ça en fait que l'idée de faire de la recherche, en fait, est venue. J'ai adoré, tout simplement, le projet. Je trouvais ça super intéressant. J'aimais aussi, c'est la flexibilité du fait que je peux travailler de chez moi, je peux interroger les gens et je trouvais leur parcours tellement intéressant et tellement inspirant, justement. J'étais comme, waouh, OK, il y a vraiment quelque chose là d'intéressant. Et donc, c'est ça, j'ai interrogé 7 entrepreneurs et avec ma directrice, j'ai aussi été chanceuse. Je suis tombée sur quelqu'un de fondamentalement humaine et elle m'accompagnait vraiment au quotidien. Là, c'était vraiment intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé la relation qu'on a développée. Et elle m'a dit, écoute, Karen, tu as du potentiel. Est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment laisser tomber tout ça pour aller sur le marché de l'emploi? Est-ce que, tu sais, elle m'a commencé à me parler un peu de la thèse, de la recherche. Elle me dit, écoute, c'est ça qu'on fait au doctorat. Si ça t'intéresse, pourquoi pas continuer? Et donc, moi aussi, j'ai commencé en fait à m'intéresser à ça. Je suis allée voir quels sont c'est quoi les critères, les programmes, les conditions d'admission, etc. Et donc, au départ, je voulais faire ma thèse à l'UQAM avec ma directrice parce que c'est justement elle qui m'a accompagnée jusque-là. Mais il s'est passé quelque chose parce que je me suis rendu compte trop tard que ça prenait à l'UQAM à l'époque, ça prenait le Tâche-Marche pour faire son doctorat, sa thèse, c'est ça, pour faire sa thèse là. Et c'est ça, moi, quand j'ai lu les conditions d'admission, j'avais eu l'impression que le Tâche-Marche était pour ceux qui venaient de l'extérieur, pas ceux qui étaient diplômés de l'UQAM. Donc, je me disais qu'avec mon relevé de notes et étant déjà étudiante à l'université, ça devait passer.
Et donc, j'avais constitué tout mon dossier, tout mon projet était fait, tout était beau. Et là, je pars déposer à celle qui gère les études, l'agente d'études, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, elle me dit, mais il te manque... Le Taj-Maj. Oui, il te manque les résultats du Taj-Maj. Et là, j'étais comme... Non, tu sais, je pensais que sur le site, elle me dit non, ça te prend absolument ça parce que le programme est contingenté. C'est donné justement avec McGill, avec HEC, avec d'autres universités. Donc, ça te prend absolument le Taj-Maj. Et j'étais comme, mais là, qu'est-ce que je fais? Donc, il y avait, c'est ça, il y avait une session de Taj-Maj qui arrivait là peut-être 2 semaines plus tard. Elle me dit... C'est compliqué à préparer en 2 semaines. C'est ça, exact. Elle me dit, écoute, va essayer, tu vois, qu'est-ce qu'il faut. Après, elle me dit, bon, il te faut quand même une note minimale pour pouvoir passer. Et effectivement, en 2 semaines, je l'ai quand même fait parce que j'étais motivée, mais je n'ai pas eu la note pour le nombre de points qu'il fallait avoir. C'est un exercice très typé. Il faut vraiment... Ça. Je pense que moi, ça m'a pris un truc comme 3 mois de préparation pour pouvoir bien le faire. Donc, OK, c'est ça, exactement. Donc, moi, en 2 semaines, j'avais le gros livre, là, la Bible du Taj-Maj. Je l'avais même pas fini. Et j'étais partie composer. J'avais quand même eu une bonne note. Elle me disait que la note est bien. Et donc, même ma directrice me disait, ben, dépose parce qu'avec les autres éléments de ton dossier et la note, ça peut passer. Et quand je suis allée voir l'assistance, l'adjointe aux études, là, elle m'a dit non, ça passera pas parce que la note, c'est vraiment ça qui demande. Et donc, si tu as moins, ton dossier ne va même pas arriver au comité. Exactement. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que je n'ai pas fait ma thèse à l'UQAM. Mais comme j'avais déjà le goût de faire une thèse, j'avais mon beau-frère, le mari de ma sœur, avec qui justement je suis arrivée ici. Donc, il était à l'Université Laval. Lui faisait sa thèse à l'Université Laval. Il m'a dit, écoute, l'Université Laval aussi, c'est une très bonne université. Dépose ta candidature, tu as déjà tous tes dossiers de prêt. Donc, prends ces mêmes dossiers-là et dépose-les à l'Université Laval. Change quand même le sujet de recherche parce que, en fonction de la personne avec qui tu travailles, le sujet doit changer. Pas de Taj-Maj, OK, génial. Mais je pense que c'est une bonne... C'est un bon clin d'œil de l'histoire parce que tu n'aurais pas pu faire ta thèse à UQAM et être prof à UQAM. Je sais pas, je sais pas. Je sais qu'effectivement, il y a des institutions comme ça. À l'Université Laval, effectivement, on m'a dit ça à plusieurs reprises que je n'aurais pas pu faire ma thèse et être embauchée, effectivement. Mais je ne sais pas si à l'UQAM, c'est la même chose. Mais effectivement, de toute façon, ça m'a donné aussi un autre réseau, tu vois, à Québec, avec mes directrices aussi de thèse que j'ai eues. Donc, ça élargit aussi mes horizons. Et donc, j'avais aussi déjà gardé le contact avec ma prof de l'UQAM. Donc, ça m'a permis aussi déjà d'être insérée dans le milieu de la recherche. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma thèse à l'Université Laval. J'ai commencé ma thèse en septembre 2016. Et c'est ça, je l'ai terminé, je dis toujours récemment, mais ça fait quand même 2 ans. Donc, je l'ai terminé en mars 2022. Donc, j'ai terminé ma thèse en mars 2022 et j'ai commencé à travailler en juin 2022 à l'UQAM. Juin 2022, OK. Bon, toi, ça fait plus vite que moi parce que moi, j'ai commencé en septembre 2016 aussi, mais j'ai fini en décembre 2022. Entre les deux, il y a le COVID et le fait d'être papa. Et j'ai commencé seulement en juillet 2023 OK, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, totalement. Et ça invite justement une autre question qui est de savoir qu'est-ce que ça fait d'être immigrante, d'être une jeune femme noire arrivée à Montréal, un peu déboussolée, venant de son petit Cameroun, là. C'est quoi le ressenti? Comment tu as vécu ça? Je te dirais que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est sûr que c'est d'arriver en hiver. En janvier, il fait froid, la nuit tombe vite quand même aussi. Donc, et il y a un esprit de, je ne sais pas comment dire, de tristesse un peu dans l'air. Et bon, moi, je le ressentais encore plus peut-être parce que j'avais la pression. J'étais arrivée quand même avec 2 semaines de retard, comme je te disais. J'avais la pression de trouver aussi un travail rapidement parce que les études coûtent cher pour les étudiants étrangers. C'est
excessivement cher. Donc, moi, mes parents m'ont dit, écoute, là, c'est ton héritage, c'est tout ce que tu auras de ta vie. Donc, maintenant, débrouille-toi. Une fois que tu arrives, je te débrouille. Donc, j'avais quand même la pression de trouver un emploi, en fait, rémunéré très, très rapidement. Et c'est ça. Et donc, c'était assez difficile sur le plan mental. Tu sais, il fallait garder quand même un mental fort pour concilier le nouvel environnement que tu découvres, les cours, en fait, la façon de faire cours, la façon de prendre des cours, la façon même de remettre des travaux, tout l'aspect numérique aussi que tu découvres, en fait, parce que c'est la première fois que tu utilises tous ces systèmes informatiques-là. Et donc, ça a été difficile, mais je dirais que la partie la plus difficile, c'est pas l'aspect académique, parce que l'aspect académique, c'était une adaptation qu'il fallait avoir, mais je pense que ça a bien été. Donc, je me suis adaptée rapidement. J'ai pu rattraper un peu le retard que j'avais pris. Et les cours allaient bien. Les professeurs, je trouvais que la façon justement de donner cours, je trouvais ça intéressant avec les exemples, avec les discussions aussi en maîtrise qu'on favorise entre les étudiants et les professeurs et la proximité aussi des professeurs, que tu peux aller le cogner à leur porte, à expliquer. Tu sais, donc, sur le plan académique, ça a été, le premier mois d'adaptation a été dur, mais c'est pas ça la partie la plus dure. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'aspect social, en fait. C'est que, tu sais, j'étais plus ou moins seule. Bon, c'est vrai que j'avais ma sœur, mais elle aussi, elle était dans ses... elle avait ses travaux à faire, donc elle aussi, elle était étudiante. Donc, on était un peu les deux aussi étudiantes internationales. Elle est arrivée en septembre, moi, je suis arrivée en janvier, donc il n'y avait pas grand écart qui nous séparait. Donc, elle aussi, elle était dans ses enjeux. Donc, c'est vraiment l'aspect social, en fait, que j'ai trouvé le plus difficile parce que tu te sens vraiment seule, comme seule au monde, comme c'est... Tu sais, c'est bizarre parce qu'en cours, tu es avec les gens, tu peux avoir des travaux d'équipe. Oui, mais dès que tu rentres... Voilà, vous discutez, mais ce que j'ai vite compris, c'est que, oui, vous pouvez être dans des travaux d'équipe, tu penses en fait que le courant passe bien, mais après, tu sais, la personne n'est plus là, tu vois, il n'y a pas cette culture de proximité là que parce qu'on est en cours ensemble, on va forcément luncher le midi ensemble, aller prendre un café la fin de semaine. À ça, tu sais, je me disais, OK, non, on se connaît, on est en cours. Et on va forcément faire des activités les fins de semaine ensemble parce que tu arrives quand même quelque part, tu veux découvrir, tu veux pas juste rester chez toi tout le temps. Mais c'est un peu ça qui m'est arrivé. Donc, je suis restée... Ben, j'avais du travail, mais j'aurais voulu quand même être intégrée socialement, être un peu mieux intégrée socialement. Donc, cet aspect mental, là, au départ, j'ai trouvé très dur. Le fait d'être toujours seule, de faire tes affaires seule, de penser à tes projets toute seule. Comment tu arrives à surmonter ça, du coup? Parce que ça, c'est une question déjà... C'est une situation assez complexe. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles ou c'est juste l'énergie d'avancer. C'est ça. Je te dirais que... ben, ma sœur, principalement, tu sais, lorsque j'avais une question ou bien j'avais besoin de conseils pour quelque chose, tu sais, automatiquement, je la contactais. D'ailleurs, je t'ai dit que c'est son mari qui m'a parlé de l'Université Laval. Donc, c'est pour te dire que c'était vraiment mon réseau se limitait aux deux, tu vois. Donc, c'est ça. Mais au quotidien, je pense que ça a aussi développé en moi... je sais pas, peut-être aujourd'hui, on me trouve un peu plus parfois distante, même avec mes amis, je suis toujours un peu plus dans mes affaires, un peu à l'écart. Parfois, je donne pas de nouvelles et les gens... Mais c'est cette habitude-là, en fait, je pense que j'ai développée. Et après, c'est peut-être aussi une protection que je me suis faite, voilà, parce que j'avais l'impression que j'avais vécu du rejet vis-à-vis des autres. Et donc, maintenant, pour me protéger, je fais plus mes affaires seule et jusqu'à aujourd'hui. Je fais mes affaires, je compte pas sur grand monde. Et donc, je me débrouille. Voilà, c'est ça, je me débrouille moi-même. Quand j'ai des questions, je m'en vais sur Internet, je regarde. Je ne suis pas dans les réseaux, dans les communautés. Je ne suis pas du tout vraiment... Mon réseau social, c'est très, très peu développé. Et c'est encore le cas, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est plus
partie-là, en fait, de solitude que j'ai trouvé difficile. Mais, comme je te dis, il y a ma sœur et son copain à l'époque, son mari aujourd'hui, qui m'ont aidée. Mais il y a aussi quand même le plan académique. Mes professeurs, ma directrice, avec qui je travaillais en maîtrise, elle a été d'un support moral au-delà de l'accompagnement Qu'un qu'on prof peut devrait donner offrir. exactement, qu'un prof peut offrir à une étudiante. Donc, beaucoup de conseils, beaucoup de façons de faire, d'offres même. OK, il y a telle bourse, vas-y, est-ce que tu peux postuler à ça? Et donc, il y a quand même eu... j'ai été chanceuse sur ce plan-là, effectivement, de tomber sur de bonnes personnes qui m'ont aidée un peu dans ces cas-là. Génial. Donc, Du coup, parce que, fort de ton expérience personnelle oui. et aussi du fait que tu t'es engagé dans la recherche sur Oui. ces problématiques-là, ce serait déjà, c'est quoi l'état de l'immigration aujourd'hui au Canada pour qu'on ait une idée? Et après, on pourrait peut-être engager dans une question sur l'état du système. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est un environnement qui permet justement l'épanouissement d'un immigrant qui arrive, particulièrement qui est intéressé par l'entrepreneuriat? Et je pense que c'est des questions sur lesquelles tu as passé beaucoup plus de temps que moi et que la plupart des gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pour l'état de l'immigration ou de l'entrepreneuriat immigrant à Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de choses de plus en plus, en fait, qui sont faites. Il y a beaucoup d'accompagnement, en fait, qui est offert par le gouvernement, par les différents paliers du gouvernement, justement, pour accompagner ces entrepreneurs-là. Au niveau des chiffres, j'avais relevé quelques données justement pour démontrer le potentiel, oui, pour démontrer le potentiel des entrepreneurs immigrants à Montréal. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années déjà, qui a été conduite par des chercheurs au HEC Montréal sur justement l'entrepreneuriat immigrant au Québec. Okay. Et ce qui démontre, c'est que chaque année, en fait, il y a à peu près 4000 entrepreneurs immigrants qui arrivent au Québec. Donc, ça représente à peu près 19,5% de l'immigration économique. Il y a un fort potentiel dans l'entrepreneuriat immigrant, mais un potentiel qui est encore quand même sous-exploité parce que lorsqu'on voit les études, on se rend compte que 28% en fait des immigrants ont l'intention de créer leur entreprise, mais lorsqu'on voit entre l'intention et le passage à l'acte, voilà, les chiffres dégringolent. Okay. Donc, 28% des immigrants ont l'intention de se lancer en affaires contre 14,7% des natifs, mais au moment du passage à l'acte, donc de la création de l'entreprise, c'est 5,9% des immigrants qui réussissent effectivement à créer leur entreprise et 5,5% des natifs. Donc, au moment de la création, on voit que voilà, l'écart n'est plus nécessairement significatif. Pourtant, au niveau de l'intention, il y a quand même un écart important. Et aussi au niveau de la fermeture des entreprises qui sont dirigées en fait par des immigrants, le taux est également assez important au niveau de la fermeture des entreprises. On parle de 15%, presque 16% d'ailleurs, pour des entreprises qui sont dirigées par des immigrants contre 11% pour des entrepreneurs natifs. Donc, on voit qu'il y a un potentiel, il y a un effort aussi qui est fait, il y a beaucoup de programmes qui encouragent de plus en plus l'accompagnement des entrepreneurs immigrants, le financement de leur entreprise notamment, l'aide à l'élaboration du plan d'affaires, la sensibilisation aussi même auprès des jeunes générations, des écoles et tout pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Mais ces chiffres-là montrent qu'il y a encore quand même un décalage, en fait. Il y a encore des barrières systémiques, en fait, qui empêchent les entrepreneurs immigrants de valoriser ou bien d'exploiter, en fait, tout le potentiel qu'ils ont. OK. Et tu peux nous en dire plus un peu sur ces barrières? C'est quoi exactement et comment il faudrait faire pour pouvoir les contourner? Alors, pour l'étude que j'ai menée lors de mon projet d'intervention en maîtrise, justement, s'intéresser à la dimension
locale, donc pas la dimension locale, mais la dimension l'EITER, donc de comment les entrepreneurs immigrants ressentent en fait leur lieu d'appartenance. Justement, j'aime bien ce mot l'UITR. Je Oui. l'ai lu, j'ai lu dans ton article. Je me suis dit, ah wow, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu Oui, peux... oui, je peux dire ça enfin, dire un mot là-dessus rapidement. Alors, la dimension l'UITER, c'est véritablement de s'intéresser aux lieux sous 3 principales dimensions. Donc, on s'est intéressé aux lieux sous la dimension géographique. Donc, le lieu qui est perçu comme un espace, donc un emplacement géographique. Donc, on parle du Canada comme pays en Amérique du Nord. Okay. Donc, il y a cette première dimension du lieu-là. Donc, c'est une dimension, en fait, très utilitariste du lieu. Donc, le lieu, c'est un emplacement, c'est un espace, c'est pour, voilà, pour faire une activité ou bien pour voyager, etc. Donc, il y a cette dimension géographique-là. Ensuite, il y a une dimension un peu plus locale. Donc là, on rentre un tout petit peu plus en profondeur et le lieu devient un espace où on a des relations. On a des relations peut-être avec la famille, avec des amis, avec le gouvernement. Donc, on a un peu plus une relation déjà d'appartenance dans le sens où mon conjoint est là, donc... Une sorte de connexion sociale. Une sorte de connexion sociale déjà avec le lieu. Donc, ça, c'est la dimension un peu plus locale. Et il y a une dimension un peu plus sense of place. Donc, ça, c'est véritablement le sentiment d'appartenance qu'on va avoir vis-à-vis de son lieu d'accueil. Donc, c'est beaucoup plus profond. C'est au-delà de je viens au Québec ou au Canada parce que mon conjoint y est ou bien parce que je sais pas moi, mes frères et sœurs. Ton opportunité professionnelle y est. C'est ça, mais je viens là parce que je ressens que, OK, ce lieu-là peut m'apporter quelque chose. Et on s'est rendu compte, en fait, que la dimension sense of place, c'est avec le temps, en fait, que j'y suis. Peut-être parce que je trouvais au départ que venir au Canada, Amérique du Nord, c'était sexy et ça parlait français, donc je suis francophone. Donc, au-delà de cette dimension géographique et de la dimension locale, donc quand tu restes dans le lieu plus longtemps, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de redéfinition même de ton identité, de redéfinition de tes compétences et on s'est rendu compte, en fait, dans le cadre de cette recherche-là, que pour les entrepreneurs immigrants, c'est un peu comme un assemblage de tout ça, mais il y a encore une perspective du lieu qui est très utilitariste, donc qui est très... je viens ici pour rechercher une opportunité, éventuellement, je prends cette opportunité-là et je retourne dans mon pays d'origine, justement, pour développer mon pays d'origine. Donc, il y a parfois une dimension un peu très utilitariste où ils ne se sentent pas encore appartenir justement au lieu. Donc, la dimension sense of place ne ressort pas encore très bien. Okay. Et ça, c'est parce que, voilà, justement, dans le lieu, il manque des éléments où ils se sentent un peu chez eux, où ils ont l'impression d'être accueillis, ils ont l'impression d'être valorisés, ils ont l'impression de se sentir bien chez eux. Donc, souvent, lorsque tu leur parles, c'est comme, OK, même s'ils sont Canadiens, je sais que je ne suis pas d'ici, tu vois. Donc, il y a encore ce détachement-là vis-à-vis du lieu. Et pour revenir à ta question sur c'est quoi les enjeux, les barrières et qu'est-ce qui manque, c'est vraiment justement de créer ce sentiment d'appartenance au lieu. Et donc ça prend plusieurs formes. Ce que tu dis, ça me fait penser à une intervention d'Alain Foucault qui avait justement fait une très belle investigation sur les Noirs au Canada. Et il avait commencé ce magazine-là en disant « Mais qu'est-ce que des Africains qui sont accoutumés à avoir entre 25 et 30 degrés au soleil viennent faire au Canada où il y a moins 40 et ils sont obligés d'être en manteau tous les jours. » Et justement, à partir de là, il enchaînait sur les réalités que les uns et les autres pouvaient observer. Mais aujourd'hui, toi, ce que tu dis au final, c'est que en arrivant, il faut qu'on soit capable de s'intégrer, de s'assimiler. Est-ce que ça signifie perdre d'où on vient ou est-ce que c'est fusionner avec leur où on est? Non, je pense que c'est un pas dans les deux sens, en fait. C'est que, oui, la personne qui arrive doit être capable de comprendre les codes, de comment ça fonctionne, en fait, pour s'en sortir. Donc ça,
c'est inévitable, donc tu n'as pas le choix. Si tu veux te développer dans le nouveau lieu, tu dois être capable de comprendre les codes, de voir comment les choses fonctionnent. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité de l'emplacement, donc du pays d'accueil, pour mettre en place justement les conditions et limiter les barrières pour que toi, tu puisses, donc, en tant qu'immigrant, tu puisses te développer et t'épanouir. Donc, souvent, c'est ça, c'est cette deuxième dimension-là, parfois, qui apparaissent souvent dans les entrevues. Bon, moi, je fais beaucoup de la recherche qualitative, donc lorsque tu interroges les gens, ils ont l'impression que c'est la mise en place, en fait, de l'écosystème pour les aider à se développer. Il y a encore quand même des affaires à travailler. Je prends un exemple. Actuellement, on travaille avec des femmes entrepreneurs, justement, immigrantes et souvent, l'enjeu, elles rencontrent plusieurs enjeux. Tu vois, juste l'enjeu de l'intégration de leur enfant dans le système scolaire. Donc, elles te racontent plein de défis par rapport à ça, ou l'accès aux soins de santé, ou des enjeux qui, parfois, ne sont pas visibilisés dans l'accompagnement entrepreneurial, mais qui représentent un monde, en fait, pour elles, qui représentent, en fait, tout un obstacle. Tout un obstacle, Goliath qu'il faut franchir. Exactement, parce que on s'entend que tu es femme entrepreneur, mais tu as ton enfant qui doit s'intégrer, lui, dans son école. Et donc, si l'enfant rencontre des enjeux, même ton activité entrepreneuriale, tu ne seras pas à l'aise, en fait, de la mener, ou bien tu ne pourras pas la mener comme tu aurais voulu, parce qu'il y a des obstacles, en fait, qui font en sorte que tu ne t'épanouis pas dans le lieu ou dans le milieu d'accueil. Donc ça, c'est un exemple, mais après, il y a toute une littérature aussi sur les barrières systémiques, en fait, souvent dans l'octroi de financement, dans le développement, dans le fait de convaincre les investisseurs d'investir dans son entreprise. Donc, il y a tous ces obstacles aussi qui existent et qui peuvent constituer des barrières. Et on parlait tout à l'heure, moi, de mon expérience vis-à-vis du local, et donc comment moi je me suis sentie seule et parfois voilà, toute seule dans mon coin, mais c'est aussi parfois le même discours que tu entends quand tu vas interroger des immigrants ou des femmes entrepreneurs, donc de sentir qu'il y a cette barrière-là encore avec l'autre, avec le natif québécois, où on a l'impression, lorsqu'on discute dans une activité, moi je te parlais de mes cours, j'ai l'impression lorsque je travaille en équipe avec toi qu'on est amis. Et elle, c'est ça, et elle, c'est souvent aussi ce qu'elle dit, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'on se rencontre dans 2, 3 activités, on se connaît bien, on est plus ou moins peut-être dans le même cheminement entrepreneurial, et donc on pense qu'on peut se soutenir, mais plus tard, quand on fait les démarches pour aller vers l'autre, on sent comme une barrière qui existe encore. Donc, il y a... Et ça, c'est documenté, c'est très clairement énoncé. Exactement. Donc, nous, justement, on est en train de travailler, justement, de mettre en place ou de publier les résultats de ce travail-là. Donc, c'est des obstacles comme ça qui empêchent encore, en fait, aux entrepreneurs, qu'ils soient femmes ou hommes, c'est de ressentir ce lieu-là, et donc ce sens du lieu-là que je parlais tout à l'heure. Et donc, on a toujours l'impression que, OK, on est là, mais on est là de passage. On fait notre petit temps, on acquiert peut-être la nationalité pour donner plus d'opportunités à nos enfants. S'ils veulent revenir par la suite, tant mieux. Mais nous, on est là de passage, et on va rentrer éventuellement dans d'autres pays. OK. Juste, restons d'abord sur le pays d'accueil avant qu'on aborde la question de rentrée. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Comment on résout ces problèmes? Comment on ôte ces barrières? Est-ce que tu as des suggestions, des recommandations? Écoute, je pense que le travail est à faire des deux côtés, en fait, que ce soit du côté de l'entrepreneur ou bien du côté de l'écosystème, en fait. Donc, j'ai pas de solution magique non plus, mais je pense déjà du côté de l'écosystème, il y a encore quand même des biais, il y a des préjugés qui existent à plusieurs niveaux. Je parlais de financement, mais je parlais aussi de réseau, de relations. Donc, il y a des biais, des préjugés dans le partenariat qu'on peut avoir avec quelqu'un. Donc, je pense que juste à un moment, juste se connaître déjà,
C'est pour moi, c'est beaucoup. Donc, juste créer un environnement où les gens prennent le temps de se connaître et remettre un peu l'humain en avant-plan. Donc, pouvoir prendre la perspective de l'autre, c'est ça? Exactement, de prendre la perspective de l'autre et au-delà de tous les programmes de financement ou bien de tout l'accompagnement, en fait, que les entrepreneurs ont. Et comme je dis, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Donc, au-delà de cet accompagnement-là, juste un moment de se dire comment on fait en sorte que les gens se connaissent davantage. Parce que les barrières sont aussi vis-à-vis de nous. Je veux dire, parfois, je discute avec des gens et on a aussi des barrières par rapport à l'autre. On se dit, non, si je m'en vais vers l'autre, il va réagir comme ça, il va réagir comme ça, il va réagir comme ça. Donc, les préjugés sont des deux côtés. Et donc, c'est pour briser, pour moi, ces préjugés-là, c'est déjà de créer un environnement où les gens se connaissent un peu plus parce que lorsque tu connais l'autre, donc il y a une confiance qui s'établit, un rapport, en fait, une relation qui se crée. Il y a un attachement aussi qui se crée. Donc, ça, pour moi, ça solutionne quand même beaucoup de problèmes, la connaissance de l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problématiques que les entrepreneurs immigrants rencontrent et qui sont associées à la méconnaissance, en fait, de qui ils sont, de leur richesse, de ce qu'ils peuvent apporter, de leur background, de leur expérience, c'est ça, de leur culture. Là qui crée toutes sortes par la suite de barrières. Et justement, cette méconnaissance crée un manque à gagner. Est-ce qu'on a un chiffre, on a une évaluation de ce qui est perdu éventuellement en termes d'opportunités, de création, de valeur ajoutée? Pas forcément financière, mais même socio-culturelle. Pour moi, oui, définitivement, parce que c'est ça, j'ai travaillé aussi sur une étude qui démontre le potentiel, en fait, des entrepreneurs immigrants en matière d'innovation. Donc, si on se prive de ce potentiel-là, c'est sûr qu'on se prive aussi des retombées en matière d'innovation au sein de l'écosystème. Donc, l'étude, justement, démontrait que ces entrepreneurs-là, étant donné qu'ils ont cette richesse-là culturelle, cette expérience étrangère, parfois ils parlent plusieurs langues aussi, qu'ils ont des réseaux dans leur pays d'origine. Donc, toute cette richesse-là peut et génère des retombées en matière d'innovation dans leurs entreprises. Et quand je parle d'innovation ici, c'est vraiment innovation produit, donc mise en place de nouveaux produits, de nouveaux services avec des matières, par exemple, auxquelles on n'aurait jamais pensé ici. Donc, l'innovation produit, l'innovation organisationnelle, l'innovation même de position dans le sens où parce qu'ils ont des réseaux dans leur pays d'origine, ils sont capables justement de favoriser le contact et le maillage, là justement, entre peut-être des entrepreneurs ou des partenaires qui sont ici au Québec et qui voudraient faire des affaires éventuellement en Afrique. Donc, pour moi, ils sont des intermédiaires et des ponts par excellence, en fait, pour favoriser ce maillage-là. Donc, si on ne favorise pas ou on ne crée pas un environnement où ils se sentent bien, où ils se sentent chez eux, ils se sentent appartenir encore au lieu pour revenir à la dimension unitaire, on perd un peu justement ce potentiel-là et ces retombées en matière d'innovation qu'ils pourraient apporter. Génial. J'espère que je réponds aux questions. Non, tu réponds plus qu'aux questions même. Et justement, ça ouvre une autre porte sur la collaboration Nord-Sud, qui est aussi un de tes sujets de recherche. Exactement. Comment on arrive à coordonner, comment on arrive à réussir. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ça revient un peu à ce que je dis parce que je travaille justement sur la collaboration Nord-Sud. Parce que ce que je vois de mes recherches sur l'entrepreneuriat immigrant, c'est que ces entrepreneurs immigrants, là, justement, sont des ponts et sont des intermédiaires de choix, en fait, à privilégier pour cette collaboration Nord-Sud, là, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont
des connaissances, des compétences ici qu'ils ont acquis dans le pays d'accueil, mais ils ont aussi un réseau, une expérience, une éducation, souvent encore de la famille ou des amis dans le pays d'origine. Donc, c'est plus eux, justement, qui peuvent servir d'intermédiaires entre le Nord, entre guillemets, où ils sont, donc le Canada, le Québec ou les pays occidentaux, et le Sud, qui représente souvent leur pays d'origine. Pourtant, il y a plusieurs collaborations qui échouent malgré la présence de personnes intermédiaires, ou plutôt liantes, comme tu dirais. Comment tu l'expliques? Parce que, alors, il y a une réalité à laquelle je fais face personnellement, et je pense que beaucoup de personnes y font face aussi, c'est que, ayant passé déjà 15 ans en Occident, des fois, en rentrant, je suis aussi déconnecté. Donc, je pourrais ne pas être la bonne personne pour faire ce lien. Maintenant, en même temps, si on m'avait proposé l'opportunité de faire ce rôle de passerelle il y a 10 ans, je n'aurais pas été suffisamment intégré d'un point de vue dans le pays d'accueil pour pouvoir justement faire cette passerelle. Comment on arrive à trouver le bon équilibre entre ces deux situations? C'est une très, très bonne question et je souris parce que la recherche que j'ai menée et qui, heureusement, a été acceptée pour publication, répond à cette question-là parce qu'effectivement, ce que j'ai découvert moi-même, c'est que ce n'est pas nécessairement l'entrepreneur lui-même, en fait, qui va se charger de mettre en contact son partenaire ici et un partenaire éventuellement en Afrique. Moi aussi au Cameroun, je ne sais pas nécessairement comment ça évolue, mais ce que je me suis rendu compte et dans la recherche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le réseau de cet entrepreneur-là, dans le cadre de ma recherche, c'était sa sœur, la famille de l'entrepreneur, qui, eux, sont au pays, donc qui sont encore au contact de l'environnement, qui comprennent comment ça fonctionne et qui souvent aussi développent des activités professionnelles ou bien peuvent être employés de telle entreprise, mais peut avoir quelqu'un qui est aussi, je ne sais pas moi, entrepreneur là-bas ou bien dans tel secteur. Donc, c'est le réseau de ces entrepreneurs-là, souvent, qui permet d'établir les liens et d'établir les contacts et éventuellement que ça aboutisse à quelque chose à la fin de la journée. Donc, c'est le réseau du réseau. OK. Mais même ça, je suis quand même un peu dubitatif parce que j'ai plein d'exemples dans ma tête là en ce moment de personnes qui, justement, ont fait confiance à leur réseau. Exact. Et même des fois des réseaux très proches et ça s'est mal fini. Je pense notamment à une vidéo de Philippe Simo où il dit que son père lui a pris 10 000 €, un truc de ce genre. Tu vois, même ça, des fois, ça ne marche pas, ou du moins, ça a des limitations. Exactement. Est-ce que tu as des solutions pour contourner ou c'est vraiment juste le réseau du réseau? Après, moi, je te dis, ce que j'ai vu ou j'ai observé, c'est vraiment le réseau du réseau. Okay. Mais il y a toujours des obstacles, je veux dire. Il y a des barrières qu'on ne peut pas, tu sais, c'est aussi des relations humaines, tu vois. Donc, je pouvais être au Cameroun et je fais des affaires avec ma sœur ou avec ma famille, ça ne marche pas pareil. Mais après, c'est sûr que lorsqu'on parle de collaboration Nord-Sud, il y a toute la dimension culturelle aussi qui intervient. Donc, même si ma sœur ou bien met en contact, je ne sais pas moi, un partenaire ici québécois et lui donne tous les astuces en fait pour faire affaire en Afrique, c'est pas automatique que ça va fonctionner parce qu'il y a toute la dimension, il y a tout le concept de distance aussi que j'ai utilisé dans un autre article. Justement, okay. J'ai l'impression que je parle trop des articles. Non, c'est le but. L'objectif, c'est justement que tu parles de tes articles et que tu nous aides à mieux comprendre le sujet, mais justement le concept de distance. Exactement. Donc, il y a ce concept de distance-là qui est, il y a la distance culturelle, donc la distance géographique, la distance institutionnelle
Et la dernière, j'oublie, mais il y a toutes ces distances-là, en fait, qui séparent deux partenaires qui sont d'origines diverses, par exemple. Donc, distance culturelle, c'est toutes les différences culturelles qu'on peut avoir dans la façon, on peut parler la même langue, mais on n'utilise pas les mots de la même façon. Oui, ça, c'est un peut... des plus grands chocs que j'ai eu en arrivant au Québec. C'est le français, mais c'est pas le français. Exactement. Moi, écoute, j'ai tellement d'anecdotes là-dessus, ne m'en parle pas. Quand je disais aux gens la malle arrière, personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Donc, en gros, en fait, il y a cette distance culturelle-là, donc toutes les différences culturelles qu'on peut avoir en termes de temps. Donc, on va souvent dire, ah oui, les Africains, le temps est élastique, voilà, toujours en retard, etc. Et donc, il y a la distance culturelle, la distance géographique, donc en termes de décalage horaire, tout simplement. Donc, à quel point deux pays sont distants géographiquement l'un de l'autre et tous les obstacles que ça génère. Il y a la distance aussi institutionnelle, donc dans le sens où la façon dont les institutions fonctionnent ici au Canada, c'est pas la même chose, c'est pas le même fonctionnement en Afrique. Donc, un entrepreneur qui arrive et qui pour avoir, je sais pas moi, un document administratif, pense qu'il suffit d'appeler ou bien d'envoyer un courriel à une agence, voilà, ça marche pas. Et lorsque tu vois, parce que ma thèse a porté sur l'innovation ouverte, donc à l'international, donc c'est justement dans ce cadre-là que j'ai écrit l'article, donc c'est la collaboration en innovation à l'international. Et donc, c'est quoi qui empêche que cette collaboration-là soit un succès à la fin de la journée. Donc, c'est toutes ces barrières-là d'un entrepreneur, justement, qui dit que, écoute, j'ai essayé longtemps, mais pour avoir un document à la douane, pour dédouaner des affaires ou bien pour qu'une entente soit signée, tu sais, ça prend du temps. Et donc, eux, ils sont en Amérique du Nord, ils travaillent à côté avec l'Ontario ou avec les États-Unis. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Exactement, c'est beaucoup plus fluide et ils se demandent pourquoi, même si j'ai le réseau, pourquoi investir tout ce temps-là dans la collaboration. Pourtant, je fais mon chiffre d'affaires, je fais un chiffre d'affaires suffisant ici en Amérique du Nord. Donc, il y a cette distance institutionnelle-là. Il y a la distance, la quatrième distance, j'oublie, mais tout ça pour dire qu'il y a, au-delà du réseau, donc l'étude montre quand même que le réseau, c'est un élément central, majeur, pour faire, en tant qu'entrepreneur québécois, pour faire affaire en Afrique ou à l'international, ailleurs dans le monde. Ça te prend un intermédiaire qui est local ou bien et qui comprend, qui peut traduire en fait ta réalité avec au partenaire local, donc pour que au moins la communication, vous soyez sur la même longueur d'onde. Et donc c'est ça. Donc tout ça pour dire que oui, il y a le réseau du réseau, comme je disais tout à l'heure, mais effectivement, il y a toutes sortes d'enjeux de personnalité aussi qui fait juste que ça marche pas. Et c'est des enjeux aussi qu'on pouvait rencontrer dans le même contexte, mais la dimension internationale rajoute une couche de complexité en lien avec la culture, en lien avec les barrières institutionnelles. Horaire aussi. Oui. Génial, merci pour ça. Je pense que dans ton article qui vient d'être accepté en publication, il y a un schéma assez illustratif de tout ça. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, histoire que ce soit un peu plus clair? Alors oui, exactement. Donc dans l'article en question, ce qu'on montre, c'est le potentiel des entrepreneurs immigrants. Et ce qu'on dit, c'est que ces entrepreneurs-là, ils sont porteurs d'innovation. Donc, avec leur bagage dans le pays d'origine, donc en termes d'éducation qu'ils ont reçu, en termes d'expérience dans le pays d'origine, avec les réseaux aussi qu'ils mobilisent dans le pays d'origine. Donc, ils viennent avec ce bagage-là dans le pays d'accueil et donc ça leur permet de penser les choses différemment et ils sont porteurs d'innovation, donc d'innovation de produits, d'innovation organisationnelle, d'innovation de position, de paradigme, etc. Donc, une fois dans le pays d'accueil, ils ont ce que j'ai appelé l'expérience migratoire. Donc,
toute l'expérience en fait qu'ils acquièrent dans le pays d'accueil. Donc, ça peut être en termes de connaissances. Donc, le fait on va à l'école ici, on a des diplômes d'ici, donc toutes les connaissances qu'on accumule, les compétences aussi qu'on accumule. Donc, on va travailler peut-être souvent quelques années ici. Donc, toute cette expérience-là, en fait, qu'on a au sein du pays d'accueil, cumulée avec le bagage aussi du pays d'origine. Donc, une fois qu'on retourne dans le pays d'origine, on est capable d'avoir aussi des retombées parce que c'est comme une boucle où on quitte avec l'expérience, avec l'éducation et tout. On rajoute à ça l'expérience du pays d'accueil, donc le bagage de connaissances, de compétences qu'on acquiert dans le pays d'accueil. Et au moment du retour dans le pays d'origine, on a voilà, cette richesse multiculturelle-là. Et on est capable de générer des innovations, c'est ça, des innovations technologiques, de penser à des améliorations pour les conditions de vie des populations à partir justement de ce qu'on a vu qui se fait ici et qui fonctionne bien et de notre connaissance du pays d'origine. On est capable voilà, d'apporter ces retombées-là dans le pays d'origine. Je ne sais pas si c'est clair. C'est assez clair, mais ma crainte, plutôt ma crainte ou ma question par rapport à ça, c'est qu'il y a un risque qui est tangible de n'appartenir plus à nulle part. Justement, tu parlais du lieu tout à l'heure. À la fin, je suis où? C'est ça. Est-ce que je suis camerounais ou est-ce que je suis québécois? Je pense que c'est une question intéressante pour Karen Tuno. Mais oui. Aujourd'hui, tu es où? Mais je suis les deux. Et je trouve que c'est aussi bien d'être les deux. Tu sais, je suis canadienne aujourd'hui, donc parfois je parle avec ma famille au Cameroun, on me dit que j'ai l'accent québécois, donc je suis, tu sais, oui, il y a des affaires ici que j'aime et que, tu sais, je trouve que, OK, ça me rejoint, c'est fondamentalement aussi, ça rejoint mes valeurs, ça rejoint qui je suis. Et qui tu es devenue, oui. Exactement, qui je suis devenue. Et je suis aussi camerounaise, tu sais, je mange aussi du ndolé, du sanga, des trucs. Donc, je me dis, tu sais, pourquoi vouloir, en fait, à un moment, toujours faire un choix? Et je me dis, c'est cette richesse-là, justement, qu'il faut valoriser aussi davantage et que le contexte dans lequel on est, que ce soit lorsqu'on se trouve au Canada ou bien lorsqu'on rentre au Cameroun, le contexte, en fait, doit pouvoir valoriser cette richesse qu'on apporte parce que à la fin de la journée, c'est ça, on n'est plus uniquement camerounais, mais on est aussi canadien et on est finalement les deux. Donc, c'est ça, on est un ensemble qui fait quelque chose de bien et qui donne une richesse et que si l'écosystème, en fait, dans lequel on est capable de valoriser ou bien de ressortir ce potentiel-là, je pense que ça sera bénéfique à la fois pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine. Donc, pour répondre à ta question, je ne choisis pas. Je suis les deux. Intéressant. Maintenant, le monde est en crise et l'une des raisons de cette crise, c'est justement la question migratoire. On a vu la réponse des États-Unis sous Trump, sous Biden aujourd'hui. La même chose se répète en Italie et en Hongrie. Et dans tous ces pays, il y a une vraie question une vraie crise migratoire. Aujourd'hui, c'est quoi ta lecture de tout ceci et qu'est-ce qui serait intéressant de faire? C'est une grosse question que tu poses. Mais écoute, je pense que pour la crise migratoire, on a notre part de responsabilité. Dans les crises migratoires. Mais pourtant, tu dis que c'est un gros potentiel, c'est une opportunité pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine. Oui. Mais pourquoi Mais dans les crises actuelles, les crises qui se déroulent actuellement et la façon dont parfois il y a des abus en fait qui s'observent dans le système, mon avis là-dessus, c'est que les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas uniquement la faute des États qui deviennent de plus en plus protectionnistes et qui disent que, OK, on ne veut plus accueillir des immigrants, on ne veut plus, on se replie sur nous-mêmes et on n'en veut plus, tout simplement.
Et ce n'est pas non plus uniquement la faute de ceux qui veulent partir parce que voilà, ils cherchent des conditions meilleures à leur situation dans le pays d'origine. Donc, pour ça, mon avis sur la question, c'est que les torts sont partagés, les responsabilités sont partagées. OK. Donc, dans le cas des immigrants qui arrivent et qui ne respectent pas nécessairement les conditions de leur séjour et qui commettent toutes sortes d'abus, en fait, dans le pays d'accueil. Tu sais, je suis immigrante, mais je ne vais pas encourager ça non plus, tu vois. Et donc, je considère que ça vaut quand même toujours la peine de passer par, par des processus qui sont légaux, qui sont raisonnables, qui sont transparents. Et voilà, et de démontrer, une fois que tu arrives, par ton travail, par ta façon d'être, par ton effort, par ta résilience et par ta persévérance, que tu peux apporter, que tu as une valeur ajoutée, en fait, à apporter dans le pays d'accueil. Donc, je continue à valoriser, en fait, cette façon d'immigrer plutôt qu'une façon où on va exiger de l'autre parce que voilà, la dimension historique fait en sorte que, bon, on a été colonisé, etc. Donc, on se revendique devoir recevoir tout de l'autre à cause de cette histoire-là. Okay. Voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que les torts sont partagés. Je ne rejette pas uniquement la faute dans le pays d'accueil, dans la façon dont aujourd'hui, justement, il se comportent vis-à-vis des immigrants parce que si on regarde aussi parfois ce qu'on fait dans ces pays-là, on a une part de responsabilité qui est très, très, très importante dans la façon parfois dont on se comporte. Donc, pour moi, c'est ça, c'est partagé. Je pense que mon avis là-dessus est clair, même si je n'entre pas dans les détails ou bien je ne donne pas des exemples spécifiques, mais c'est ça, c'est de voir les responsabilités des deux côtés et de nous aussi en tant qu'immigrants, de pouvoir être capable d'assumer en fait exactement cette responsabilité qu'on a sans avoir l'idée de recevoir tout de l'autre. OK. Mais qu'en est-il du rêve, du rêve Numbeng? Parce que tu es camerounaise, j'utilise cette expression. En gros, le rêve de l'étranger, le rêve qui est très souvent alimenté et qui savait être en fait une illusion, une hallucination. Exactement. Et qui justement pousse des jeunes à prendre des risques et s'engager dans quelque chose où ils arrivent, effectivement, mais la réalité qu'ils confrontent une fois sur place est totalement autre comparée à ce qu'on leur avait présenté. Exactement. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que la responsabilité est aussi la nôtre, donc de nous qui sommes ici, et de présenter en fait la vie ici comme si c'était effectivement le rêve et de nourrir ce rêve-là dans la tête de ceux qui sont là-bas en se disant que, OK, vous arrivez, vous avez droit au système de santé, vous pouvez aller vous refaire les dents, porter les lunettes. Bref, donc... Non, ça me fait rire parce que j'ai une jeune demoiselle qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et on lui avait dit que dès que tu arrives à l'aéroport de Montréal, on te donne du travail là tout de suite. Ça va même pas. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je ne rejette pas uniquement la faute dans la mise en place de mesures plus protectionnistes parce que nous aussi, on a un rôle très, très important. Et justement, en tant que membre de la diaspora, des gens qui sont ici et qui connaissent la réalité justement du terrain, c'est à nous de parfois sensibiliser nos frères ou nos sœurs qui sont là-bas de la réalité du terrain. Mais quand tu regardes souvent les vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou ce que certaines personnes disent, donc toi-même tu es choqué en te disant que non, c'est pas la réalité que j'ai connue, c'est pas ce que je connais. Et moi, je le vois souvent quand je rentre au Cameroun, dans l'avion, il y a l'escale, tu fais Montréal, Paris, ensuite Paris, Yaoundé. C'est deux avions différents. Exactement, c'est ça. Donc Paris, Yaoundé, tu vois, quand tu es proche d'arriver et d'atterrir, tu vas voir que tout le monde va dans la salle de bain
pour bien se mettre, bien se pouponner, pour dire que, OK, je viens quand même de l'étranger, il faut que je montre une certaine prestance, une certaine réussite, qui n'est pas souvent la vérité. Et donc, ça nourrit en fait le rêve de ceux qui sont là-bas en se disant que, OK, on va tout faire pour arriver, quels que soient les moyens par lesquels on va arriver pour avoir aussi cette vie-là. Donc, c'est pour ça que encore une fois, pour moi, les torts sont partagés. C'est partagé entre ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, de ne pas aussi suffisamment se documenter. Aujourd'hui, tout est accessible sur Internet. Et si tu creuses un tout petit peu plus, si tu sors juste du carcan des réseaux sociaux et du on-dit. Et du on-dit, voilà, tu peux aller chercher l'information. Et aussi, c'est partagé auprès des gouvernements qui aussi ne facilitent pas l'accès ou bien qui aussi vantent une image du Canada ou de l'Occident qui n'est pas nécessairement la réalité. Donc, pour moi, c'est partagé entre tous ces acteurs-là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Parlons un peu du retour au pays d'origine. Oui. Il y a vraiment pas mal de voix qui se lèvent aujourd'hui pour encourager un retour vers le pays d'origine. Bon, de ce que tu as dit, toi, tu te sens un peu au milieu. Bon, oui. Comment tu appréhendes cette question? Est-ce que c'est quelque chose que tu espères réaliser, rentrer au Cameroun? Est-ce que c'est quelque chose que tu estimes, c'est peut-être pas pour toi, mais faudrait quand même l'encourager? C'est quoi ta posture aujourd'hui? Tu poses des questions. Alors, le retour au pays d'origine, écoute, moi, j'encourage. Vraiment, si je dois te donner une réponse courte, c'est que j'encourage. Mais, encore une fois, on parlait des responsabilités qui sont partagées de part et d'autre et qui sont partagées par la personne qui veut retourner au pays et par le contexte aussi que le pays d'origine va mettre en place pour accueillir ces personnes-là. Donc, souvent, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui veulent retourner au pays d'origine ont des lunettes roses. Donc, ils se disent que, OK, voilà, j'ai certaines réserves financières et donc je vais arriver, je vais monter ma boîte et tout va bien se passer, voilà, donc tout va être beau, quoi. Okay. Donc, je me sens pas bien dans le pays d'accueil et le meilleur je vais retourner vers mon lieu. Voilà, je vais retourner vers mon lieu et c'est donc là-bas où je me sens appartenir à ce lieu-là et l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, il suffit juste que j'ai quelques ressources financières et donc je m'en vais, j'investis et tout va bien se passer. Mais je pense que la réalité, encore une fois, est souvent beaucoup plus complexe que ça. Ça dépend de toutes sortes de mécanismes, en fait, aussi que le pays d'origine met en place pour pouvoir recevoir ce flot d'entrepreneurs-là qui arrivent, qui ont souvent les ressources, comme je disais tout à l'heure, qui ont les compétences, qui ont les connaissances. Mais si, encore une fois, l'écosystème n'est pas prêt à les recevoir, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Et donc, souvent, moi, je n'ai pas ce projet-là pour le moment, mais je dis juste que ceux qui ont le projet de retourner au pays d'origine, de s'assurer quand même le contexte là-bas, l'écosystème là-bas pour favoriser en fait l'essor de leur entreprise. Et c'est la même chose partout, c'est que même ici, oui, il y a le rôle, il y a le travail qu'un entrepreneur doit faire, mais il y a aussi l'accompagnement que l'entrepreneur doit recevoir de l'écosystème. Et c'est la même chose, quel que soit le pays où tu entreprends. Donc, aller dans le pays d'origine, surtout si ça fait effectivement longtemps la quitter, où on n'a plus nécessairement tous les repères culturels, les repères institutionnels. Donc, oui, ça vaut la peine de se faire accompagner déjà par quelqu'un de local et de s'assurer, en fait, que dans le pays d'origine, il y a le contexte ou l'écosystème favorable à recevoir l'activité, surtout dépendamment du type d'activité qu'on fait. Tu sais, moi, je donne un cours en innovation et on voit beaucoup l'importance du contexte dans le succès d'une innovation. Et souvent, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour apporter quelque chose de nouveau sur le marché, donc c'est pour innover. Et donc, si le contexte, en fait, n'est pas prêt à recevoir ton innovation, ça va servir à rien. Et quand je parle du contexte, c'est vraiment la clientèle qui est là-bas. Si tu veux faire, je ne sais pas moi,
un robot ou je ne sais pas quelle nouvelle application technologique et qu'il n'y a pas un besoin sur le marché ou bien que les gens fonctionnent encore, je ne sais pas, au balai, exactement. Est-ce que le contexte est rendu favorable pour ça? Parce que souvent, on a les lunettes de l'étranger et on se dit « Ah oui, j'ai vu Uber bien fonctionner ici, je vais le faire au Cameroun, je vais lancer une application Uber au Cameroun. J'ai vu Communauto ou bien, je ne sais pas moi, les applications d'économie de partage bien fonctionner ici, je vais le faire là-bas. Pourtant, les gens ne sont pas encore, exactement, les réalités ne sont pas les mêmes et le contexte n'est pas favorable. Donc, quand je parle du contexte, c'est vraiment la clientèle, mais c'est aussi tout le programme d'accompagnement qu'il y a autour pour t'aider, toi, à ce que ton entreprise se développe. Et c'est ça. Et au-delà, excuse-moi, je parle beaucoup, mais coupe-moi si je parle trop. Mais là, je fais le parallèle avec même les entreprises parce que j'ai une amie, une très, très bonne amie qui a quitté Montréal pour dire qu'elle retourne, elle était ivoirienne. Okay. Et elle a eu un contrat dans une entreprise. Donc, c'est pour te dire que même au-delà du retour en tant qu'entrepreneur, retourner aussi en tant qu'employé d'une entreprise. Donc, c'est la même réalité souvent. Donc, elle a dit, c'est ça on a étudié ensemble et elle a décidé de retourner en Côte d'Ivoire parce que, voilà, elle avait eu un contrat intéressant dans une grande multinationale et tout, avec un bon salaire et tout ça là. Mais récemment, elle réfléchit à revenir au Canada. Et pourquoi? Parce que le contexte n'est pas... Elle a évolué d'une certaine façon dans ses relations de travail, la façon dont elle travaille et dont elle essaye de concilier vie de famille et vie professionnelle. Et elle s'est rendue compte, en fait, que la réalité en Côte d'Ivoire, c'était pas ça du tout. Et donc, là, elle est en train de se dire que, OK, est-ce que est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que je me situe par rapport à ça? Parce que les relations avec ses collègues ne sont pas nécessairement bonnes. Parce qu'on parlait de distance culturelle tout à l'heure et de toutes sortes de distances institutionnelles. Et donc, tranquillement, elle voit toutes ces... Elle voit la manifestation de ces distances-là au quotidien, donc dans le cadre de l'emploi, dans le cadre de sa relation avec son supérieur. Et donc, la façon dont, un exemple très banal, c'est qu'elle m'expliquait que le samedi, pour eux, c'est comme logique, en fait, que tu travailles. Et donc, on ne te pose même pas la question si... est-ce que tu as prévu quelque chose la fin de semaine? Est-ce que... voilà, est-ce que tu voudrais venir travailler le samedi parce que là, on est dans une situation un peu de rush. Donc, pour eux, c'est comme automatique que ta fin de semaine, voilà, soit consacrée à l'entreprise. Et il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas... Tu vois, donc ça, c'est juste exactement ça, un fait. Donc, c'est juste un petit exemple pour dire que au-delà même de la partie entrepreneuriale et des entrepreneurs qui rentrent, donc, il y a toute une culture aussi à repenser et à s'assurer que est-ce que le pays que j'ai laissé il y a quelques années, c'est le même ou est-ce que le contexte que j'ai ici, quand je parle d'activité entrepreneuriale, c'est le même contexte que j'aurais là-bas? La réponse est forcément non. Et donc, comment je me prémunis ou bien quels sont les garde-fous, en fait, que je mets sur ma route pour m'assurer que mon activité va se développer dans cet autre contexte-là? Donc, c'est un peu ça mon point par rapport au retour au pays d'origine. Wow, génial. Merci beaucoup pour ces différentes grilles de lecture. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est devant toi aujourd'hui en termes de next step? Parce que je pense que tu es très chargée, très occupée à faire des recherches, d'enseigner. C'est quoi les prochaines étapes pour Karen Finou? Écoute, moi, ce que je vais le lancer dans les airs en espérant que ça aboutisse à quelque chose, mais c'est véritablement m'orienter sur ces dimensions nord-sud, en fait, que j'ai envie de développer dans le cadre de mes recherches. Donc, les next steps, c'est vraiment pouvoir me bâtir, en fait, une identité de chercheur qui travaille sur ces
question nord-sud, question de collaboration, la question aussi d'entrepreneurs immigrants et donc ce que je te disais de personnes qui servent de ressources ou d'intermédiaires entre les deux concepts, entre les deux contextes. Et c'est pouvoir bâtir cette identité-là de comment aujourd'hui je suis Karen canadienne et Karen camerounaise, mais comment ces deux contextes-là, en fait, pourraient bénéficier de la richesse que j'ai avec ces deux identités-là, finalement. Donc, c'est essayer de développer davantage de recherche sur ces dimensions-là, donc cette richesse multiculturelle qu'on peut avoir en tant qu'immigrant et comment ça peut être bénéfique aux deux contextes ou deux contextes ou plus là, dans lesquels on est inséré. Donc, au niveau professionnel, c'est plus ça que je vise en fait à court et à moyen terme, bâtir cette identité de chercheur. Génial. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup de nous avoir donné autant de temps et autant d'informations. Oui. Je pense que j'en ressens très, très éclairé sur le sujet de l'immigration et des enjeux qui sont en cours. Super. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est une bonne continuation. Et je vois qu'il y a une très jolie bague qui brille sur ton doigt. Oui. Je ne sais pas si la date est proche, mais j'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Anissé. Mais oui, la date est proche. Génial. Bon. Super. Merci, Karen. Merci à toi. C'est très agréable. Mais je voulais quand même mentionner un dernier élément sur lequel je pense que ta présence sera très bénéfique. C'est justement cet événement qu'on organise à McGill le 4 février prochain sur justement la question de l'entrepreneuriat des femmes noires à Montréal, où on veut essayer de mettre en lumière, ou plutôt de comparer une approche de la recherche avec un point de vue qui serait plus proche du tien, de chercheurs qui commentent sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les barrières qui sont présentes et comment les contourner. Et de l'autre côté, la réalité, c'est-à-dire des chercheurs sur le terrain qui sont investis, qui sont en train de justement faire face à ces blocages et les surmonter et arriver à faire parler les deux positions pour s'assurer que le public et l'audience puissent en sortir un peu plus grandi. Et je voulais aussi encore une fois te remercier d'accepter d'être parmi le panel pour aborder ces différentes conversations. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Merci à toi de m'inviter sur ces différents panels et oui, avec plaisir. Ça me fait plaisir de parler de ces recherches-là parce que je trouve que c'est important et que, oui, en tant que chercheur, on publie des publications, enfin, des articles scientifiques, mais souvent, ces articles-là ne sont pas facilement accessible à tout le monde et donc ça vaut la peine justement d'avoir ces cadres-là pour vulgariser davantage la recherche et faire connaître un peu ce qu'on fait dans nos bureaux d'académiciens. Oui. Bon, merci beaucoup pour ce voyage dans ta vie au final. Merci et j'espère que, comme j'ai dit au début, une jeune demoiselle à Jean Tabi pourra se dire moi aussi, je peux y arriver. Mais tout le monde peut y arriver. Avec du travail, avec de la persévérance, je pense que tout le monde peut y arriver.